Bonjour, soyez les bienvenus dans Géopolitis. Au sommaire, l'Amazonie qui brûle depuis des mois. À qui la faute? Quelles sont les conséquences pour le climat de notre planète? Emmanuel Macron a-t-il raison de se mêler des affaires du Brésil? Comment protéger les plus grandes forêts du monde livrées aux tronçonneuses et aux bulldozers? Avec quels instruments juridiques? Enfin, un document exceptionnel au Pérou en 1969, toute une armée mobilisée pour conquérir l'Amazonie et ses richesses. Les feux qui ravagent la plus grande forêt tropicale du monde s'étendent sur un territoire presque aussi vaste que l'Europe. Allumés par des éleveurs de bétail et des agriculteurs, les incendies sont devenus incontrôlables. Mais qui est responsable? À qui appartient l'Amazonie? Est-il juste d'accuser le président brésilien Bolsonaro, climato-sceptique notoire, de favoriser le saccage du poumon vert de notre planète? Et le président Macron a-t-il raison de dire que l'Amazonie est un patrimoine commun de l'humanité? Peut-on invoquer un droit d'ingérence écologique qui se heurte à la sacro-sainte souveraineté des États? La question qui nous est tous posée, c'est est-ce qu'on doit dire ça ne concerne que chaque pays ou ça nous concerne tous? Eh bien, les deux à la fois. Et donc, chaque pays est concerné parce que c'est d'abord sa souveraineté territoriale. Mais compte tenu de l'enjeu et de ce que représente la forêt amazonienne, nous sommes tous concernés parce que c'est un déséquilibre terrible pour la planète. Il y a une autre question que l'on peut se poser, celle de notre complicité. Nous, en Occident, consommateurs ou gros importateurs d'huile de palme, d'ananas, de viande ou de soja, ne sommes-nous pas les complices tacites de la déforestation? Dans le bassin du Congo, en Angola, au Gabon, à Madagascar, en Indonésie, mais aussi en Malaisie, des territoires entiers de forêts continuent à être livrés aux bulldozers de l'agrobusiness et des marchands de bois. Mais c'est l'Amazonie qui focalise l'attention du monde. Mélanie Ohayon avec Laurent Auert. Depuis le début de l'année au Brésil, près de 100 000 incendies ont été recensés. Du jamais vu en près de 10 ans. Rien qu'en Amazonie, ils ont ravagé l'équivalent de la moitié du territoire suisse. L'ampleur du désastre provoque une crise diplomatique internationale. Emmanuel Macron a même accusé le président brésilien d'avoir menti sur ses engagements climatiques. Monsieur Macron doit retirer les insultes qu'il a proférées contre ma personne. Il m'a traité de menteur et ensuite il a dit que notre souveraineté sur l'Amazonie était une question ouverte. L'Amazonie, c'est notre bien commun. Nous sommes tous concernés. Un enjeu de souveraineté que le Brésil a réaffirmé le 7 septembre dernier à Leticia, en Colombie. 7 des 9 pays amazoniens ont signé un pacte pour mieux protéger la région. L'Amazonie est une région qui s'étend sur 9 pays ou territoires. Le Brésil en détient les 60%. Elle recouvre aussi une partie de la Bolivie, du Pérou, de l'Équateur, de la Colombie, du Venezuela et presque entièrement le Guyana, le Suriname et la Guyane française. C'est un territoire immense de 6,7 millions de kilomètres carrés, grand comme 12 fois la France, mais peuplé de 34 millions d'habitants seulement. Traversé par le plus long fleuve au monde, l'Amazone et ses milliers d'affluents. Le bassin amazonien abrite la plus grande forêt tropicale du monde. On y retrouve une biodiversité exceptionnelle qui concentre 10% de toutes les espèces animales et végétales de la planète. Cet écosystème unique et fragile fait de l'Amazonie un territoire en partie protégé. D'abord, les terres déclarées zones protégées par les États eux-mêmes, ici en vert, et puis les territoires officiellement reconnus comme terres indigènes, où vivent 800 000 autochtones.
Et enfin, en bleu, des réserves de biosphère inscrites à l'UNESCO. Au total, cette mosaïque représente environ la moitié de l'Amazonie. Et pourtant, ces terres protégées n'échappent pas à la déforestation. Depuis des décennies, les terres Kayapo au Brésil sont menacées par les feux et les bulldozers. Le chef de tribu Raoni est revenu ce printemps en Europe pour alerter les opinions et les gouvernements. Si vous détruisez toute la forêt, ce n'est pas seulement nous les Indiens qui allons disparaître, mais vous aussi. Selon Greenpeace, en Amazonie, chaque minute, en moyenne, l'équivalent de 2 terrains de football disparaît. Bonjour Marc Rufty. Bonjour. Plaisir de vous recevoir. Vous avez passé une partie de votre expérience professionnelle dans les forêts tropicales. Vous êtes professeur à l'Institut des hautes études internationales et de développement de Genève, spécialiste du Brésil. Marc Rufty, cette Amazonie qui s'étend sur 8 pays, à qui appartient-elle au fond? Sur 9 pays, il ne faut pas oublier la France. La Guyane française. Un petit bout de la France. Ça dépend du point de vue, évidemment. Jair Bolsonaro, président du Brésil, tente à penser qu'elle appartient au Brésil. Alors, au-delà du fait qu'elle se partage entre différents pays, ça dépend un peu de la perspective. Il est certain qu'au point de vue du droit international public, la souveraineté est celle des États, donc du Brésil, par exemple, sur les 60% de l'Amazonie qui sont sur le territoire brésilien. Mais il y a d'autres points de vue. Un autre point de vue pourrait être celui de la justice environnementale. Et si on regarde du point de vue de la justice environnementale, les personnes qui habitaient l'Amazonie avant l'arrivée des Portugais, c'est-à-dire les Indiens, ont tout autant le droit, ou en tout cas la prétention, d'une appartenance ou d'une propriété ou d'un droit à l'usufruit de l'Amazonie. Et si on regarde encore d'autres points de vue, par exemple le patrimoine commun de l'humanité... Vous considérez que ça appartient au patrimoine commun de l'humanité? Alors sans aucun doute. Pour différentes raisons, mais j'irais même plus loin que ça, c'est-à-dire que l'Amazonie a un droit en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'écosystème, d'être respecté et de rester entier pour les générations futures. Donc, vous estimez que le président Macron avait raison de se mêler des affaires du Brésil? Macron avait en partie raison. Il a en partie raison parce que, d'abord, il faut quelqu'un pour dire... à un moment donné, ça suffit, il faut faire attention, etc. Il a aussi raison parce que, de toute façon, le G7, hein, c'est à l'occasion du G7 qu'il est intervenu. Le G7 est déjà intervenu sur le cas brésilien, a déjà financé d'énormes fonds au Brésil. Et il a tort dans une moindre mesure parce que ça s'est fait dans un contexte un peu paternaliste et c'est ce qui a été mal ressenti évidemment par Bolsonaro et aussi dans colonialiste a même dit Bolsonaro. Oui, oui. Alors oui, ça se réfère au passé de la France, mais aussi dans le sens que ça se présente dans un contexte français bien particulier où Macron est en train de perdre de la popularité, donc voilà. Vous m'avez dit aussi, en préparant cette émission, Bolsonaro a fait preuve de beaucoup de bêtises dans cette affaire. Bolsonaro a fait preuve de bêtises, effectivement. Sa première bêtise, c'est d'avoir nié le problème, c'est de nier le fait que l'Amazonie soit en train de brûler. Une autre bêtise, c'est d'être entré en guerre, en fait, avec tout le monde, d'être entré en guerre avec les ONG brésiliennes, avec les environnementalistes, avec les Indiens, avec la communauté internationale. Ce n'est pas très habile de sa part. Et en plus, si vous voulez, les références de Bolsonaro, qui est un ancien capitaine de l'armée, sont des références des années 60, c'est-à-dire de l'époque de la dictature militaire au Brésil. De l'époque de la dictature militaire. L'Amazonie est à nous, on va s'en servir comme le Wild West pour développer le Brésil, etc., etc. C'est des arguments datés. C'est plus possible d'utiliser aujourd'hui de tels arguments parce que, si vous voulez, l'Amazonie, aujourd'hui, doit être comprise dans un écosystème global qui est celui de la Terre.
On a vu tout à l'heure ces cartes qui montrent que presque la moitié de cette Amazonie est protégée par des lois, etc. Pourquoi, au fond, ça ne marche pas? Parce que, admettons que la moitié soit protégée, plus ou moins, parce qu'en fait, il y a des incursions dans les parcs et sur les réserves indiennes. Mais admettons que la moitié soit protégée, le problème, c'est l'émiettement. C'est-à-dire, il y a toute une série de parties, si vous regardez sur la carte, qui ne sont pas protégées. C'est une peau de léopard, en quelque sorte. C'est une peau de léopard. Ouais. Mais si vous détruisez ce qui n'est pas dans les taches de léopard qui sont protégées, ben en fait, vous détruisez l'écosystème parce que c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça a à voir avec l'hydrographie, la géographie, la climatologie, etc. Et vous ne pouvez pas parcelliser le territoire comme ça. Les Indiens, par exemple, qui protestent, qui dénoncent la politique du gouvernement Bolsonaro, quels droits ont-ils dans ces régions indigènes? Alors, ils ont plusieurs droits. Un des droits leur est conféré simplement par la Constitution brésilienne de 88, c'est-à-dire le droit à l'usufruit du territoire. Et ils ont un droit moral comme étant les premiers habitants du territoire. Et les ONG, ce qu'on appelle la société civile, est-ce qu'elles ont des pouvoirs pour empêcher ces incendies ou la déforestation? Bolsonaro est entré en guerre contre les ONG, y compris les ONG brésiliennes. Alors, de nombreuses ONG brésiliennes sont liées à l'extérieur, et c'est un peu ça son argument principal, de dire qu'elles sont pilotées par l'extérieur. En réalité, il y a une grande quantité de Brésiliens tout à fait conscients du problème et qui sont contre tout à fait les politiques actuelles du gouvernement. Et ils ont, comme tous les autres Brésiliens, droit à la parole en ce qui concerne l'Amazonie. Alors, il y a une idée qui avance, c'est d'accorder un statut juridique à certains sites naturels précieux. Ça a été réalisé pour la forêt colombienne. On a essayé aussi pour le Gange en Inde. On se retrouve juste après ce sujet d'Elsa Anguinolfi. Le Gange, l'un des plus célèbres fleuves du monde, étend ses rives sur 2500 km. Mais le Gange n'est pas seulement un fleuve, c'est un être vivant. C'est en tout cas la croyance des hindous qui en ont fait une déesse. Mais c'est aussi l'avis de la justice de l'État d'Uttarakhand, où le Gange prend sa source. En 2017, des juges avaient accordé au fleuve le statut d'entité vivante, ce qui devait lui donner les mêmes droits qu'aux êtres humains. Si quelqu'un nuit au fleuve, c'est comme s'il avait blessé une personne. Une première en Inde, mais qui n'a pas fait long feu. Quelques mois plus tard, la Cour suprême a balayé ce jugement, considéré comme inapplicable. Reconnaître le statut de personnalité juridique à des sites naturels leur permet d'acquérir des droits qui peuvent être défendus devant les tribunaux. Une solution évoquée dans de nombreux pays. Pour la Seine en France, les glaciers en Suisse ou le fleuve Colorado aux États-Unis. C'est un des moyens trouvés par les acteurs de la société civile pour faire pression sur leurs États, comme le souligne Judith Rochefeld, professeure de droit privé sur les ondes de France Culture. Ça ne veut pas dire que les États obtempèrent, ça ne veut pas dire que les citoyens obtiennent toujours des ordres que l'État se comporte mieux vis-à-vis du climat ou de l'environnement, mais on a une action nationale qui se met en place dans beaucoup de pays pour précisément contrer le fait qu'internationalement, on n'y parvienne pas. En Colombie, l'Amazonie est aussi concernée. En 2018, la Cour suprême reconnaît la forêt amazonienne, qui recouvre 40% du territoire national, comme un sujet de droit. Et elle exige des mesures pour réduire la déforestation. Mais un an après, c'est un combat autour de l'application de ce jugement qui commence, car si tous les êtres humains ont des droits, la nature, elle, peine à en obtenir. Accorder une personnalité juridique à des sites naturels, est-ce pour vous une solution? Ça pourrait être une solution. Le problème, c'est que tout le droit environnemental actuel est tourné entièrement autour des êtres humains.
c'est ce qu'on appelle anthropocentrique. C'est-à-dire que ça se réfère par exemple aux droits humains, le droit à une nature saine, le droit à de l'eau propre, etc. Ça se réfère entièrement aux êtres humains. Un renversement de ce système juridique est en cours en ce moment. Ça deviendrait écocentrique. Ou biocentrique. Ou écocentrique. Comme vous voulez. Et dans ce cas-là, on pourrait donner une personnalité juridique, c'est ce que différents groupes sont en train d'essayer de faire, à des entités ou à des écosystèmes. Mais qui seraient les plaignants dans cette hypothèse-là? 2 cas de figure. Un premier cas de figure, ça pourrait être tout le monde, comme tous les citoyens d'un pays donné, comme par exemple dans la Constitution équatorienne, qui donne un droit à la nature, ou ça pourrait être des sortes de gardiens de la nature, c'est-à-dire des personnes qui ont été désignées, qui peuvent être des peuples autochtones, qui peuvent être des entités gouvernementales ou des ONG, et qui ont le droit, au cas où il y a une atteinte à la nature ou à l'objet protégé, de déposer une plainte à la cour ou dans les cours compétentes. Est-ce que pour protéger l'Amazonie, on pourrait invoquer les accords de Paris sur le climat? Alors le problème des accords de Paris, c'est que ce sont des accords volontaires. Donc ça dépend entièrement du gouvernement. Et Bolsonaro a été très clair par rapport à ça. C'est-à-dire, il dit, on va respecter globalement les accords de Paris, mais on ne fera rien dans ce sens. Et ce qui veut dire tout simplement, c'est que comme les États-Unis ou d'autres pays, ou l'Australie ou le Canada en son temps, non. Simplement, les accords de Paris ne sont pas contraignants, ils sont volontaires, et c'est ce qui explique que les accords de Paris ne puissent pas être suffisants pour agir. Est-ce qu'on peut, plus généralement, obliger un pays à respecter ses engagements climatiques? On peut, d'une façon morale, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais naming and shaming, montrer vous ne respectez pas, etc. Mais dans le cas d'un pays qui n'en a rien à faire, pour qui c'est pas important, et c'est le cas du gouvernement brésilien actuellement, certainement pas. Et il n'y a pas de sanctions Et il n'y a pas de sanctions prévues. On évoquait au début de cette émission notre complicité dans la déforestation, et ce n'est pas seulement en Amazone, on le verra tout à l'heure dans cette émission en Indonésie, dans le bassin du Congo. Vous et moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper la déforestation? Alors vous et moi, ça dépend un peu de comment on parle et de qui on parle. Mais consommateurs, citoyens. Les 8 millions de Suisses, que pourraient-ils faire? Alors on peut faire des tas de choses pour se sentir bien et peut-être avoir un impact minuscule, ne pas avoir de voiture, arrêter de manger de la viande, devenir végane ou végétarien, etc. Mais globalement, le problème, c'est pendant que le peu de gens qui font ça, qui est moins de 10% de la population, vous avez des centaines de millions de gens qui sont en train de découvrir le goût de la viande et le goût de la consommation. Donc, la seule solution, c'est à l'échelle globale et c'est à l'échelle de la réglementation. Donc, on peut agir en tant que citoyen par les mouvements sociaux, par les partis politiques, etc. Mais du seul comportement comme consommateur, je suis sceptique. Merci, on terminera sur cette parole pessimiste. Merci Marc Ufti de cet éclairage. Merci à vous. Chaque minute disparaît en Amazonie l'équivalent de 2 terrains de foot, on l'a dit. Mais la déforestation est un fléau planétaire. En Afrique équatoriale, en Indonésie, en Sibérie aussi, on l'a vu cet été, la forêt recule inexorablement. Abraham Zéziadis avec Henri Montavon. Une prière pour la pluie en Indonésie. Des masques contre la fumée des incendies, comme pour appeler le ciel à l'impossible. À milieu de l'Amazonie, la forêt brûle donc aussi, depuis des décennies, pendant la saison sèche. La plupart des foyers ont un lien entre des plantations et des zones vierges. Près de 80% de la forêt brûlée est ensuite cultivée. Le même constat, depuis des décennies encore. La ceinture verte du globe se consume. Elle va de l'Amazonie à l'Afrique centrale jusqu'à l'Asie du Sud-Est. Palmarès de ce triste état des lieux, le Brésil avec la première place, suivi par l'Indonésie, le Nigeria
et la Birmanie. En Birmanie, précisément, l'exemple classique, le bois précieux, le teck, est coupé pour des entreprises profitant de la corruption. La forêt est brûlée, un constat de désolation. L'industrie, les groupes multinationaux, l'agroalimentaire sont les demandeurs. La corruption aidant, le bois coupé fournit de l'argent rapide sur place, comme dans le bassin du Congo, puis souvent, des palmiers à huile apparaissent. L'affaire est juteuse. Ces gens ne savent pas qu'ils détruisent le vivant. Ils n'ont aucune conscience. Il s'appelait Bruno Manzer, le défenseur suisse de la forêt du Sarawak en Malaisie jusqu'en l'an 2000, d'où il avait été expulsé plusieurs fois. J'ai l'espoir de sensibiliser la communauté internationale. Cela pourrait influencer le gouverneur du Sarawak pour sauver cette région magnifique. Tenace, il reviendra en 2000. Depuis 19 ans, plus de traces de ce militant. Cupidité des grandes compagnies, passivité des gouvernants, appât du gain des producteurs locaux, le cocktail est incendiaire, le cercle vicieux semble infini. Comme à l'époque du Far West en Amérique du Nord, l'Amazonie est devenue au XXe siècle un Eldorado à conquérir. À grands coups de tronçonneuses, on a ouvert des routes au cœur de la forêt pour exploiter ses richesses et y favoriser l'installation des colons. Une équipe de reportage de la télévision suisse relatait cette conquête dans les plaines du Pérou. C'était en 1969 et c'est notre rubrique ce jour-là. De prime abord, rien d'exceptionnel dans ces images. Un rassemblement de soldats à l'appel du matin, semblable à tous les appels du matin que connaissent tous les soldats suisses. Et pourtant, nous sommes au Pérou, dans la forêt amazonienne, au bord du Rio Marañón, au camp de Nueva Nazaret. L'unité s'appelle Unidad Militar de Colonización número 1, ce qui signifie première unité militaire de colonisation. Ces soldats accomplissent leur temps normal de service militaire, mais les circonstances dans lesquelles ils accomplissent ce service sont exceptionnelles. Ils livrent ici un combat de très longue haleine, un combat pour le développement. Le départ au travail signifie ici véritablement un travail. Car la mission de cette unité est de coloniser la forêt vierge, d'y faire passer une route, d'y construire une infrastructure suffisante pour que des colons viennent s'y installer et puissent à leur tour rendre productive cette partie du Pérou qui ne représente pas moins de 6 500 000 hectares. Et puis, à l'aide de scies à moteur, on s'attaquera aux plus gros arbres. Sans distinction, sans fioriture, on rase pour avancer. Une maison indienne construite par un colon qui s'est installé ici il y a une année déjà. Il travaille ici avec sa famille, sa femme et 3 enfants. Ressources principales, l'arachide, l'ananas et la yucca, une racine qui remplace la pomme de terre. Chaque parcelle se trouve au bord d'un chemin qui mène à la route et par lequel le paysan pourra expédier ses produits. Sur les 20 hectares de terrain que l'on donne à chaque colon, 20 hectares de forêt, l'armée en défriche 2, de telle façon que le nouveau colon puisse immédiatement planter quelque chose pour se nourrir. 6 hommes bien équipés défrichent 1 hectare en une semaine. Voici encore quelques pistes pour prolonger cette émission. Le rapport du WWF, publié en 2016, Living Amazon, c'est disponible aussi en espagnol, très complet, un diagnostic des menaces sur l'Amazonie et une liste de recommandations et des actions urgentes pour sa préservation. Intéressant aussi ce dossier de nos amis de Tout un monde sur la première de la RTS et donc de la radio. À propos des incendies qui ravagent la Sibérie et l'Amazonie, Frédéric Durand de l'Université de Toulouse relativisait la culpabilité de Poutine et de Bolsonaro.
Dans les deux cas de la Russie et du Brésil, c'est vrai qu'il y a eu un déni, mais dans d'autres régions du monde, quand on regarde par exemple l'année dernière, en 2018, en Europe et en Californie, il n'y a pas eu de déni et les pays d'Europe comme les États-Unis n'ont pas été capables de gérer ces incendies. Nous avons vu aussi ce documentaire, toujours visible sur le site de la chaîne Arte, Brésil, les guerriers de l'Amazonie. Ces guerriers, ce sont les unités spéciales de l'armée qui traquent les extractions illégales et l'abattage sauvage dans l'immensité de la forêt. Extrait. Ils sont ingénieurs, biologistes, avocats. Jamais ils n'avaient tenu une arme, ni même volé en hélicoptère. S'il vous plaît, la tête du fusil vers le bas, surtout pas en direction du pilote de l'hélico. Voilà, toujours pointé vers le sol. Le groupe spécialisé d'inspection de l'IBAMA est unique au monde. Il est composé de jeunes universitaires titulaires d'un diplôme supérieur. Enfin, tout frais, tout chaud, le livre du journaliste Jean-Jacques Fontaine, L'Amazonie en feu, état d'urgence, publié ces jours-ci à l'Harmattan. Je vous recommande aussi les chroniques de Jean-Jacques Fontaine sur son blog Vision Brésil. Voilà, rendez-vous sur la RTS et TV5 Monde la semaine prochaine. D'ici là, restez curieux. Vous pouvez retrouver Géopolitis sur notre chaîne YouTube, en podcast ou encore sur notre site. Belle semaine à vous tous. À bientôt.